Bonsoir à tous. On passe des échelles planétaires aux échelles de la galaxie, de la Voie lactée. Et dans les minutes qui suivent, je vais vous présenter quelques questions liées à la dynamique de notre galaxie et en particulier à la lumière des données qui sont en train d'être livrées par la mission Gaïa, la mission astrométrique de l'ESA. Donc, je commencerai par une petite introduction, un petit rappel sur les propriétés principales de la Voie lactée, sa morphologie, son environnement proche, et après on partira avec les questions à lesquelles Gaïa est en train de commencer à apporter des réponses. Donc, la Voie lactée, si on avait la possibilité de la voir par la face, probablement la Voie lactée ressemblerait à une galaxie telle que celle qui est représentée de façon artistique, schématique ici, avec une barre centrale. Donc, on aurait que la distribution d'étoiles n'est pas homogène. On a des asymétries, on les connaît dans la galaxie. On a une barre centrale dont la longueur est entre 4 et 5 km par sec, avec une orientation entre 20 et 30 degrés par rapport à la direction Soleil-Centre galactique. Et on a un système de bras spiraux qui départ de cette barre, encore connu mais marginalement. Disons, on sait que probablement il s'agit de 4 bras spiraux avec des structures plus faibles dont on a encore besoin d'avoir des contraintes plus fortes sur leur structure et leur distribution dans le disque. Ici, vous avez la vue de face qu'on a vue avant. Ici, vous avez une vue de tranche de notre galaxie qui montre d'autres composantes. Donc, dans cette vue de tranche, le Soleil est encore ici, à mi-distance entre le centre galactique et la périphérie du disque stellaire. Vous voyez les régions centrales, cette surdensité centrale qui est le bulbe de la galaxie et qui est rien d'autre en fait que la barre vue par la tranche. Et après, vous avez tous ces points lumineux qui représentent en fait des amas globulaires, c'est-à-dire des systèmes stellaires très vieux qui ne contiennent pas de gaz, qui orbitent dans l'halo de notre galaxie. On en connaît environ 150 dans le cas de notre Voie lactée. Disques, bulbes, amas globulaires sont entourés par cet halo stellaire qui est très faible. La masse, on l'estime être environ 1% de la masse stellaire totale de notre galaxie. Donc c'est une composante mineure en masse, mais qui a une importance, qui est une certaine importance parce que ça nous dit, il contient ce système-là un peu le passé le plus lointain de notre galaxie, les premières phases de sa formation. Donc, jusqu'au présent, on a vu des représentations schématiques de la galaxie, mais voici l'image, cette merveilleuse image issue du satellite Gaïa, de la publication du 12e catalogue Gaïa. Donc, vous avez l'image de tout le ciel, vue par nous, par l'observateur. Donc, vous reconnaissez certaines des structures dont on parlait avant, le bulbe, le disque. Vous avez les régions avec plus fortement, où la présence de poussière est particulièrement, disons, importante. Mais on voit aussi, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ces petits points sont les amas globulaires dont on parlait avant, mais on voit aussi d'autres structures qui n'étaient pas présentes dans ma schématisation avant. Donc ici, vous avez le grand et le petit nuage de Magellan, donc deux galaxies satellites de notre galaxie. Ici, en petit, vous avez Andromède, M31, M33, une galaxie satellite d'Andromède. Et vous pouvez voir aussi cette plume d'étoiles qui est presque verticale par rapport au bulbe. Et il s'agit en fait de la galaxie du Sagittaire. Donc c'est la galaxie la plus proche à la nôtre. Elle se trouve à 16 km par sec du centre galactique, dans la direction opposée par rapport au Soleil, donc au-delà du bulbe. C'est la dernière galaxie qu'on a découverte parmi les satellites de la Voie lactée, d'une certaine masse. Et on va voir plus tard que ça peut jouer un rôle important dans la dynamique actuelle, dans les propriétés dynamiques actuelles de notre galaxie. Donc, juste pour vous donner une idée du volume duquel on parle, donc ici on a la Voie lactée. Sagittaire est représenté ici, il est dans ce carré vert. Donc, la plus proche des galaxies massives, disons, d'une certaine masse autour de la Voie lactée. Ici, les grands et petits nuages de Magellan. M31, elle est assez lointaine. Cette distance est d'environ 700 km par sec. Et ici, la galaxie du triangle qu'on avait vue avant et qui est satellite d'Andromède.
Globalement, donc Voie lactée et Andromède sont les galaxies les plus massives de ce groupe de galaxies, qui est appelé le groupe local, qui contient environ 70 systèmes. Donc jusqu'au présent, on a parlé de la matière visible, mais on pense aussi qu'une des hypothèses, c'est que le disque de notre galaxie, comme beaucoup d'autres galaxies, est entouré en fait d'un halo de matière sombre dont on n'a pas une vision directe, mais on peut inférer la présence de cet halo de matière sombre, entre autres à partir du mouvement des étoiles dans le disque. Donc vous avez ici une schématisation de la vitesse des étoiles en fonction de la distance au centre de la galaxie. En bleu, vous avez la courbe de rotation qui est observée, montrée de façon schématique, et en orange, vous avez la courbe de rotation qui est générée par la matière visible seulement dans la galaxie. Donc vous voyez qu'essentiellement, au-delà du Soleil, du rayon du Soleil, on a la courbe de rotation observée à des valeurs plus élevées de ce que peut être décrit et expliqué seulement avec la matière visible. Donc, il faut hypothéser la présence de matière qu'on ne voit pas, mais qui est là, qui entoure notre disque. Et donc, cette matière, selon, par exemple, le scénario cosmologique de matière froide, serait en fait pas distribuée de façon lisse, mais serait constituée de beaucoup de sous-halos de matière noire. Donc ici, vous avez une simulation cosmologique qui vous montre un halo de matière noire et tous les petits sous-halos de matière noire qui entoureraient une galaxie type Voie lactée. Donc, évidemment, on ne peut pas observer ces sous-halos, mais on peut essayer de les caractériser à partir de leur effet gravitationnel sur la matière visible. Donc, jusqu'au présent, on a vu des caractéristiques, une morphologie interne des barres des bras spiraux. On a vu que la Voie lactée est située dans un environnement, donc elle interagit avec les galaxies proches. On a vu aussi qu'il y a une partie de la matière qui n'est pas visible, mais qui pourrait être détectée à travers son effet gravitationnel sur la matière visible. Donc, pour pouvoir essayer de comprendre tous ces différents mécanismes, toutes ces différentes structures, lesquelles jouent un rôle et à quel moment dans l'évolution de la galaxie, entre autres, on a besoin de reconstituer le mouvement des étoiles dans la galaxie. Donc, comment reconstruire le mouvement d'une étoile dans la galaxie? Pour cela, pour chaque étoile, nous avons besoin essentiellement de 6 ingrédients. Nous avons besoin de connaître la position angulaire sur la sphère céleste d'une étoile. Nous avons besoin de connaître sa parallaxe, c'est-à-dire l'angle qui mesure le déplacement de la position apparente de l'étoile dû au changement de la position de l'observateur au cours de l'année. Nous avons besoin de connaître les mouvements propres, c'est-à-dire les mouvements apparents de l'étoile sur la sphère céleste, donc les mouvements tangentiels, et la vitesse héliocentrique, c'est-à-dire la vitesse de l'étoile par rapport à la ligne de visée Terre-étoile. Si nous sommes capables d'avoir ces 6 ingrédients, eh bien, nous pouvons passer d'un système, toutes ces mesures sont dans un système centré sur la Terre, sur le Soleil, mais on peut les convertir dans un système galactocentrique, donc dans lequel on peut définir la position de l'étoile par rapport, par exemple, au centre galactique dans le disque, et ces 3 composantes de vitesse, la vitesse radiale, le long la ligne étoile-centre galactique, la vitesse tangentielle, donc le long la rotation, et la vitesse verticale, c'est-à-dire la vitesse au-dessus, le mouvement au-dessous du plan galactique. Donc, comment avoir accès à ces quantités? Eh bien, là, à la fin d'avril 2018, on a eu la publication du 12e catalogue de la mission Gaïa. Donc, Gaïa, c'est une mission spatiale astrométrique qui est développée par l'Agence spatiale européenne, par l'ESA. Et l'objectif de Gaïa, c'est de cartographier une portion sans précédent du disque de notre galaxie. Donc, ici, vous voyez le volume qui est actuellement cartographié par la mission. Donc ici, vous avez dans la représentation que je vous ai montrée avant schématique de notre galaxie, le point bleu correspond au voisinage solaire. Et vous voyez qu'avec Gaïa, on est capable de connaître position, mouvement propre et en partie vitesse radiale pour un volume qui s'étale pour plusieurs kiloparsecs à partir du centre galactique jusqu'à arriver vers les régions centrales.
Donc ce deuxième catalogue pour la communauté galactique, mais pas seulement, est vraiment une révolution parce qu'il contient position angulaire pour 1,7 milliard de corps célestes dans la galaxie, parallaxe et mouvement propre pour 1,3 milliard et les vitesses héliocentriques pour les étoiles les plus brillantes, donc environ pour 7 millions d'étoiles. Et la magnitude limite fixe essentiellement le volume qu'on peut sonder avec cette mission. Donc, juste pour vous donner une idée de pourquoi on parle d'une révolution dans les études galactiques, parce que la précédente mission astrométrique spatiale de l'ESA, Hipparcos, elle, qui avait été une mission superbe pour l'époque, on a travaillé avec les données Hipparcos jusqu'à il y a 2 ans environ, mais Hipparcos était une mission qui pouvait échantillonner un tout petit volume pour comparer à Gaïa. Donc vous avez en vert schématiquement le volume couvert par la mission Hipparcos. Donc Hipparcos avait fourni parallaxe mouvement propre pour un peu plus de 100 000 étoiles. Là on est à 1,7 milliard d'étoiles, donc vous comprenez le saut géant qu'on est en train de faire dans la quantité de données et aussi la qualité de ces données. Donc, je vous disais que la mission Gaïa, le deuxième catalogue, a été publié à la fin d'avril, le 25 avril 2018, donc il y a moins de 6 mois. Et depuis, on a eu, disons, la communauté internationale, évidemment, est extrêmement en effervescence pour toutes ces données. Donc, il y a eu plus de 200 articles scientifiques qui ont été soumis ou ont été publiés depuis. Et plus d'une centaine de ces articles portent sur l'étude de la galaxie et du groupe local, sur l'ordre dynamique et sur les populations stellaires. Donc, c'est un nombre de travaux impressionnants et évidemment, je ne peux pas passer à travers non plus la centaine d'articles. Donc, j'ai choisi 2-3 résultats qui me semblent très prometteurs et qui décrivent un peu, reprennent un peu la description des composantes de la galaxie que je faisais avant. Donc, en ayant 1,3 milliard de mouvements propres et parallaxes et 7 millions de vitesses héliocentriques pour les étoiles plus brillantes, donc disons en ayant pour environ 7 millions d'étoiles dans la galaxie les vitesses 3D et les positions, une des premières choses qu'on avait envie de faire était de construire une carte cinématique de la galaxie, c'est-à-dire comment les étoiles bougent, quel est le mouvement moyen des étoiles dans le disque galactique. Donc ici, vous voyez la région qui est couverte par l'étude que je vais vous présenter. Donc c'est une région de quelques kiloparsecs autour du Soleil, représentée toujours dans notre vision schématique de la galaxie. Et je vais vous montrer dans un instant les cartes de vitesse radiale, donc les mouvements vers l'intérieur et vers l'extérieur de la galaxie qu'on a pu sonder avec Gaïa. Donc, il s'agit d'un travail qui a été porté, donc il fait partie d'une suite de 8 articles qui sont issus de la collaboration Gaïa. En particulier, ce travail a été porté par David Katz à l'Observatoire de Paris. Donc, ce qu'on a fait dans ce travail, c'est entre autres de reconstituer des cartes de vitesse radiale. Donc, quand on regarde ici, c'est la carte, le morceau de la carte cinématique livrée par Gaïa, de cette partie de la galaxie. Et ce qu'on voit, c'est que cette carte a des structures. Donc, on voit des régions rouges, on voit des régions bleues. Et ces régions rouges et ces régions bleues correspondent à des mouvements d'expansion. Donc, il y a des étoiles qui sont en train d'aller vers les régions externes de la galaxie et des étoiles, par contre, en bleu, qui sont en train d'avoir un mouvement d'ensemble vers les régions internes. Le Soleil se trouve un peu au milieu de cette région de transition. Et comment on peut essayer d'expliquer déjà cette carte? Donc, alors, on peut revenir à ce que je disais avant. La Voie lactée est une galaxie barrée et a des bras spiraux. Est-ce que cela peut impacter ce qu'on voit au voisinage solaire? Donc, ici, ce qu'on a fait, on a pris une simulation encore. À gauche, je vous montre la carte de densité. Donc, vous voyez simplement comment les étoiles sont redistribuées dans ce disque. Beaucoup d'étoiles dans les régions centrales, en jaune, régions d'haute densité, et en bleu, les régions de plus faible densité. Mais vous ne voyez pas de structure, vous ne voyez pas de barres, vous ne voyez pas de bras spiraux. Si vous produisez maintenant une carte de vitesse radiale, donc des mouvements radiaux par rapport au champ galactique, vous aurez une carte homogène verte, c'est-à-dire vitesse radiale nulle partout dans la galaxie, en particulier dans la région qui correspond à la région sondée par Gaïa.
Mais maintenant, on fait une deuxième simulation où, par contre, on met une barre et on met des bras spiraux. Ils se forment en fait naturellement, c'est une simulation d'un corps, donc naturellement, on forme ce genre de structure très facilement. Et donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que la carte de vitesse radiale n'a plus rien à faire avec celle que je vous montrer avant. Il y a des structures. Il y a des structures dans les régions centrales qui sont dues à la barre, donc des régions rouges d'expansion et des régions bleues de compression, de mouvement vers l'intérieur. Et en particulier, si vous regardez cette région qui correspondrait à la région sondée par Gaïa, eh bien, vous voyez cette alternance de rouge et bleu comme elle est observée dans les données. Donc, c'est une comparaison qualitative, mais qui montre que effectivement, Gaïa est en train de nous révéler à quelques kiloparsecs du Soleil l'influence de la barre centrale et des bras spiraux. Donc il y a beaucoup d'informations qui sont contenues dans ces cartes et qui peuvent nous aider. Donc la communauté travaille beaucoup sur ce genre de données maintenant parce qu'à partir de ces données, on peut essayer de reconstituer des informations sur les caractéristiques de la barre, la vitesse de rotation de la barre, l'importance des bras spiraux, la force des bras spiraux. Le deuxième résultat dont je voulais juste vous parler rapidement est lié, donc jusqu'au présent on a vu les vitesses radiales, donc le mouvement dans le plan, mais il y a eu plusieurs articles dont ce travail d'Antora et al. Qui était très récemment publié sur Nature, qui ont montré que en fait le disque galactique, les données Gaïa révèlent que le disque galactique a subi des perturbations assez importantes dans un passé très récent. Et ces perturbations, en fait, se révèlent comme des oscillations dans le disque, des étoiles dans le disque, qui sont possiblement produites, on les explique pour l'instant, avec le passage d'un satellite il y a environ 500 millions d'années. Donc, quel satellite a pu produire ces perturbations dans le disque galactique? On a un petit candidat et pour l'instant, le candidat est Sagittaire. Donc, la galaxie de Sagittaire dont je vous parlais au début, la dernière galaxie découverte proche de la nôtre. Donc, Sagittaire, actuellement, donc ici, vous voyez une simulation encore de l'évolution de Sagittaire dans un potentiel galactique. Ici, c'est la galaxie du Sagittaire. Ici, c'est tout le traîné de marée, donc les étoiles qui, au cours du temps, se sont échappées par la galaxie. Donc, Sagittaire, actuellement, il a fait ce mouvement, il est passé au-dessus du plan, et hop, maintenant, il se trouve là. Il est en train de retraverser le disque. Ici, c'est le disque de la galaxie de façon schématisée. Donc, il est en train de retraverser le disque. Le dernier passage à travers le disque se situe environ entre 300 et 700 millions d'années, selon les modèles. Donc, il pourrait être que les oscillations qu'on voit dans le disque de notre galaxie révélée par Gaïa sont liées au dernier passage de la galaxie du Sagittaire. Je dis il pourrait parce que vous comprenez que tous ces résultats sont très récents. Donc, on est en train d'analyser ces données et en même temps, on essaie de les interpréter en sachant que cette interprétation va facilement nous prendre les prochaines années. Donc, il y a déjà beaucoup de débats dans la communauté autour de ces résultats. Dernier point que je voulais discuter est lié au courant stellaire. Donc, pourquoi? Parce qu'au départ, je disais, on a la matière visible, mais on a aussi la matière sombre. Et on voudrait essayer de comprendre si nos modèles cosmologiques, on peut tester les modèles cosmologiques à l'échelle galactique. Donc, une façon de faire ça est d'utiliser les courants stellaires. De quoi il s'agit? Donc, vous avez vu au départ que dans la galaxie, on a environ 150 amas globulaires. Ici, ces amas globulaires, c'est une autre vue artistique de tout ça, mais sont représentés comme ces régions de surdensité rondes. Et pendant leur orbite dans la galaxie, une partie des étoiles d'un amas globulaire échappe au potentiel gravitationnel de l'amas et sont par contre, par des effets de marée, attirées par le potentiel gravitationnel galactique. Donc, quand ces étoiles s'échappent, elles vont se redistribuer le long de l'orbite décrite par les amas globulaires. Donc, les courants stellaires, surtout on appelle ces structures des courants stellaires, des streams. Ces courants stellaires sont vraiment c'est une façon, en fait, de pouvoir reconstruire une partie de l'orbite de ces systèmes. Or, pourquoi cela est important? Parce que reconstituer une partie de l'orbite d'un système, ça veut dire avoir des indications sur le potentiel gravitationnel qui détermine cette orbite. Donc, si on est capable de sonder, de découvrir
des portions longues ou assez larges de ces courants stellaires, eh bien, on peut dire quelque chose sur le potentiel galactique. Et si on découvre plusieurs courants stellaires à différentes distances du centre galactique, on a des informations sur comment le potentiel varie avec le rayon. Donc, potentiel galactique, ça veut dire partie visible, mais aussi la partie sombre. Et ce n'est pas simplement ça, ces courants stellaires sont aussi importants parce que je vous disais, on s'attend aussi à que la Voie lactée soit entourée par des centaines de milliers de sous-halos de matière noire, de toute masse, des petites masses aux masses plus grandes. Surtout pour les masses plus petites, ces sous-halos n'auraient pas formé d'étoiles, donc ils ne sont pas vraiment visibles, mais ils peuvent laisser une empreinte sur ces courants stellaires. Donc ici, vous avez un exemple d'une très longue courant stellaire qui est dans l'halo de notre galaxie, c'est le courant de GD1. On ne connaît pas le progéniteur, on pense qu'il s'agit d'un amas globulaire parce que c'est un courant très très fin. Et donc, ce que vous pouvez voir, on connaissait déjà ce courant avec Gaïa, mais on l'a réobservé et donc on est en train de trouver aussi d'autres candidats, membres de ce stream. Ce que vous pouvez observer, c'est que la morphologie de ce courant stellaire n'est pas homogène. Il y a des régions de surdensité et comme des trous, des régions de sous-densité. Et il est possible, donc il y a des modèles numériques qui expliquent la présence de ce trou comme dû à des passages de sous-halos de matière noire proches de ces streams, de ces courants stellaires. Donc c'est peut-être qu'ici on est en train de voir vraiment l'impact, le passage de ces sous-halos de matière noire proches de ce courant stellaire. Donc à partir des caractéristiques de ces trous, de leur distribution, de leur fréquence, on pourrait essayer de remonter à la distribution et à la granularité du halo de matière sombre. Et donc, je termine où est la découverte Gaïa. Mais ça sont des résultats très récents de Rodrigo Ibata et son étudiant, Kalati Malan à Strasbourg, qu'ils ont développé en fait un algorithme pour aller détecter et trouver de façon très efficace les courants stellaires dans l'halo de notre galaxie. Donc ici, vous avez juste une vue de l'hémisphère nord et l'hémisphère sud galactique, et vous voyez qu'il y a plein de sous-structures présentes. Je pense qu'ils en ont découvert déjà plus d'une dizaine. Certains sont encore des artefacts dus à la loi de balayage de Gaïa, mais certains sont des structures réelles, physiques. Et donc, maintenant, c'est la découverte. Maintenant, c'est l'intérêt, c'est d'utiliser ce courant stellaire, vraiment, pour essayer de comprendre et dire quelque chose sur la masse distribution de matière noire dans la galaxie. Donc, je termine en disant que la mission Gaïa est en train d'apporter vraiment une quantité incroyable, inédite d'informations sur notre galaxie, qui nous permet une étude détaillée de sa structure en 3 dimensions, parce qu'on a les distances au Soleil, de sa cinématique, parce qu'on a les mouvements propres, on a les vitesses radiales, et en couplant ces informations avec les informations chimiques et les âges des étoiles, dont je ne vous ai pas parlé, mais on peut vraiment faire des pas importants, significatifs, pour comprendre l'origine et l'évolution de notre galaxie. On a vu que les mouvements des étoiles dans notre galaxie résultent de l'action de la barre, des bras spiraux, mais aussi de perturbations dues au passage de satellites, et que ces mouvements sont fondamentaux aussi pour nous renseigner sur la distribution de la matière sombre. Et enfin, il faut se rappeler que Gaïa, voilà, c'est une façon aussi de faire de l'archéologie galactique, donc de prendre les propriétés des étoiles à aujourd'hui et remonter au passé lointain de notre galaxie. Et si vous avez plus de curiosité, donc je vous signale le site de l'ESA, de la mission Gaïa, et aussi le site développé à l'Observatoire de Paris sur la mission même. Et si ça marche, je vous laisse avec cette belle animation d'un voyage fait avec Gaïa du système solaire vers les régions externes. Donc vous partez du système solaire et vous vous laignez, et donc ce que vous voyez, c'est un échantillon d'environ 1 milliard d'étoiles observées par Gaïa et livrées avec le deuxième catalogue Gaïa. Donc c'est magnifique de voir voilà, le mouvement de ces étoiles dans le ciel. Et donc je vous laisse sur cette image. C'est très beau. Donc, on peut passer aux questions. Bon, il y en a énormément de ce côté-ci. Donc, Jacques Lascar, ensuite Françoise Combe, Daniel Rouen et monsieur.
Bien, merci pour ce panorama et ces exemples qui montrent combien Gaïa va apporter. En fait, là, c'est le début, visiblement. Mais je vais quand même poser des questions sur des résultats. Donc, tu as donné des esquisses, mais j'aimerais savoir déjà sur le halo. Donc, est-ce qu'on a, à partir des données de Gaïa, une contrainte sur la masse du halo? Oui. Et une deuxième question qui est, est-ce qu'on a ou est-ce qu'on va avoir une contrainte précise sur le mouvement du Soleil dans la galaxie? Donc, alors, sur la partie du halo, il y a déjà des travaux qui sont sortis en utilisant différents traceurs, RR-Lyrae, par exemple, distribution d'RR-Lyrae, l'or cinématique. D'autres qui ont été faits avec les courants stellaires, justement, en utilisant les courants stellaires. Pour l'instant, on était fait sur des courants, juste un courant, donc pas encore en prenant en compte l'ensemble des courants stellaires découverts, qui donne une masse d'environ 2,10 puissance 11 masse solaire à 20 kg/s du son galactique. Donc, globalement, comme la masse contenue dans les 20 kg/s centraux de la galaxie. Donc pour l'instant, on est, disons, il faut aller observer, si on passe par les courants stellaires, il faut avoir des courants stellaires assez suffisamment loin pour pouvoir tracer les régions plus externes. Mais les premiers travaux sont essentiellement limités, disons, mais c'est déjà beaucoup, aux 20 kg/s internes. Ils montrent une masse et ils convergent sur cette valeur, 2 fois 10 puissance 11, et un halo de matière noire qui serait essentiellement sphérique, avec un très 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 léger aplatissement. Par rapport à ce qu'on savait avant ou aux paramètres adoptés avant, il y a un changement? Par rapport à ça confirme les travaux qui avaient été déjà faits avec l'ADR1 et avec le premier catalogue Gaïa et un peu avant. Donc c'est compatible avec disons, les masses vers lesquelles on a convergé dans les dernières années. La trajectoire du Soleil. Ah oui, pardon. La trajectoire du Soleil, bon, on discutait un peu avant, à midi. Donc, une des façons que je trouve, donc sûrement, il va porter, parce qu'on va sûrement raffiner notre connaissance du mouvement d'ensemble des étoiles au voisinage solaire, donc aussi du Soleil par rapport à l'LSR. Une façon que je trouve extrêmement intéressante de redéterminer le mouvement solaire, c'est encore une fois d'utiliser ces courants stellaires. C'est une méthode en fait assez simple d'un point de vue conceptuel, mais c'est l'idée que vu qu'un courant stellaire décrit une orbite, la vitesse qu'on observe pour les étoiles le long du courant stellaire doit être à chaque point tangentiel à l'orbite. Alors, vu du Soleil, on observera un mouvement qui est tangentiel à l'orbite, mais on observera aussi un mouvement qui est simplement relatif, le mouvement relatif du Soleil par rapport au son galactique. Et en ayant à disposition plusieurs courants stellaires, c'est une autre façon de comprendre vraiment le mouvement solaire qui est très intéressante parce que ne dépend pas d'hypothèses qu'on peut faire sur la géométrie du disque, sur par exemple la cinématique au centre galactique, Sagittaire, etc. Françoise Combe. Oui, je m'intéresse aux mouvements verticaux qui doivent être beaucoup plus précis avec Gaïa parce qu'il y avait toujours une controverse pour savoir s'il y a de la matière noire dans le plan. Oui. Est-ce qu'on peut dire quelque chose de mieux maintenant? Pas encore trop, dans le sens que il y a je pense que les travaux vont sortir. Donc, on était un peu étonnés de voir que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de travaux sur le KZ, et je pense qu'ils sortiront. Donc, sur l'accélération verticale, en fait. Daniel Rouen. Oui, quand tu as présenté le volume donc, auquel accède le Gaïa, j'étais surpris de voir qu'il s'étendait beaucoup plus vers le centre de la galaxie que vers l'anticentre. On aurait pu penser le contraire à cause de la poussière interstellaire et de l'extinction interstellaire. Et, bon, et finalement, la question qui est liée à ça, est-ce que cette absence finalement de pouvoir sonder jusqu'au centre de la galaxie, on aura bien sûr l'exposé de Guy Perrin tout à l'heure, parce qu'on est dans le visible et que les poussières absorbent énormément, est-ce que ça biaise quelque part cette connaissance qu'on a de la structure de la galaxie? Est-ce que c'est voilà,
Merci parce que ça me permet de clarifier une chose, c'est une carte de densité. Donc le fait que qu'on voit la couleur jaune, c'est aussi dû au fait que la densité du disque est exponentielle, donc on a beaucoup plus d'étoiles dans cette région que dans la région opposée. Ceci dit, disons, quand on va vers les régions centrales, on est vraiment au bord, à la limite de Gaïa. Donc, par exemple, on est en train de regarder maintenant comment on peut utiliser les mouvements propres pour étudier les régions du bulbe. Mais en sachant qu'il faut prêter beaucoup d'attention au fait que, évidemment, on a des régions de forte extension où pour Gaïa, ça sera très difficile de pouvoir. Et là, on n'a que les mouvements propres, donc on n'a pas vraiment accès aux vitesses radiales, qui en étant seulement pour les étoiles les plus brillantes, sont limitées à quelques kiloparsecs. Mais on peut coupler les données Gaïa avec d'autres données. Dans les régions centrales, il y a des données VVV, il y a d'autres surveys qui se sont faits, qui donnent des mouvements propres. Et donc l'espoir est de coupler les deux pour essayer de cartographier aussi la cinématique du bulbe. Un mouvement propre. Parce qu'en vitesse radiale, on a déjà une idée de la cinématique des régions centrales, disons, sur la taille du bulbe et de la barre. Une dernière question brève. Allez-y. Oui, bon, merci beaucoup pour votre exposé. J'ai une question, c'est la matière noire, son centre de gravité, la matière baryonique, son centre de gravité, et la fusion du centre de gravité de la matière noire avec la matière baryonique, qui vraisemblablement est le centre galactique, qui lui-même bouge. Est-ce qu'on arrive à voir, si jamais il y a des divergences entre ces différents centres de gravité, même si jamais la résultante est... Je pense que pour une question comme ça, il nous faudra des années. La raison étant que, par exemple, non, mais je le dis sérieusement, dans le sens que, par exemple, une façon de voir s'il y a un déplacement entre le centre de gravité de la matière noire et le disque galactique, on a montré que, par exemple, les gauchissements, je pense qu'on dit en français, dans les disques, peuvent résulter aussi de centres du halo de matière noire qui est décentré par rapport au disque. Or, ce n'est pas l'unique façon de produire ces gauchissements. On regarde les régions externes du disque où on sait assez bien maintenant, mais pas seulement avec Gaïa, qu'il y a la contribution des satellites, de l'accrétion de satellites. Il peut y avoir simplement de l'accrétion de gaz qui est en train de perturber ces régions. Donc il y a des traceurs, mais ce qui est difficile, mais ce qui est aussi enthousiasmant, c'est qu'il faut démêler les différents processus. Et donc cette chose-là, peut-être que tout est codé déjà dans ces données, mais il nous faudra le temps d'arriver à démêler tout ça. Merci. Merci beaucoup, on vous applaudit.